Bon alors, comme Louis et Antoine se sont proposés de corriger les exercices 1 et 7 pour Louis, donc vous voyez le lien ici et le numéro 4 pour Antoine, je vais donc me retrouver avec le numéro 10 et le numéro 15. Donc on va commencer par l'exercice numéro 10. Alors l'exercice numéro 10, on va commencer par refaire un petit schéma rapide. Vous avez deux rails verticales avec de quoi tenir le barreau qui va se balader entre les deux et qui est de masse petit m. Et vous avez ces rails qui sont branchés sur une résistance et sur un générateur de tension E0 comme ça, avec une résistance grand R à T égale 0. Donc à T égale 0, on branche le générateur, on lâche la masse sans vitesse initiale et on aimerait savoir ce qui va se passer, en particulier dans quel sens se déplace la barre lors de la fermeture du circuit. Alors bien entendu, pour qu'il y ait un quelconque effet d'induction, il va falloir avoir un champ magnétique, et votre champ magnétique il est comme ça en étant perpendiculaire au plan dans lequel se trouve la barre, et puis vous avez la gravité avec l'accélération de la gravité qui descend comme ça. Bon, alors la barre est soumise en fait à deux forces. Première force, bien entendu, son poids. Donc vous allez avoir le poids qui va avoir tendance à la faire tomber. Et la question est de savoir quelle va être la force de Laplace qui va s'exercer sur le barreau à cet endroit-là. Alors, si j'ai une force électromotrice qui est dans ce sens-là, ça veut dire que le courant va avoir tendance à suivre le sens dans lequel se passe cette force électromotrice, puisqu'elle est toute seule dans le circuit. Donc j'ai un courant qui va par là, j'ai un champ magnétique qui est en train de sortir comme ça, donc j'ai une force de Laplace qui va avoir tendance à remonter. Et donc la question de savoir si votre barre se déplace vers le haut ou vers le bas va dépendre de si la force de Laplace est supérieure en norme ou inférieure au poids. Et donc il suffit de savoir cette information-là. Donc ça va se déplacer vers le haut si la norme de la force de Laplace est supérieure au poids, donc à mg. Or, la norme de la force de Laplace, étant donné que le IDL est perpendiculaire au B, ça va être simplement I fois la longueur du barreau fois B. Et donc on veut savoir si ça c'est supérieur à mg. La question c'est que vaut le I? Initialement, votre système est équivalent à juste une résistance et une force électromotrice E0 qui va être comme ça. D'où le I qui va être là. Pour cette tension-là, vous avez que UR c'est égal à E0. Et donc UR c'est RI. Et donc I ça donnera simplement E0 sur R. Et vous voyez qu'il faut, pour que ça marche, que E0 soit supérieur à mg sur BL, et le sur R en passant de l'autre côté est multiplié. Donc je me retrouve avec une condition sur la valeur de E0. Si E0 est inférieur à cette valeur, ça descend. S'il est supérieur, ça va monter et on va se déplacer. Quelle est la vitesse limite qui est atteinte par la barre? Et ensuite établir l'équation vérifiée par Vz de t. Alors on pourrait se dire, pour avoir la vitesse limite, il suffit qu'il y ait égalité de ces deux normes. Donc on a le courant total qui sera donné par ça, et il faut savoir aussi que là-dedans vous allez avoir une certaine tension qui est induite dans votre système, et que comme on va limiter, il va y avoir une cause de variation de la surface et donc du flux magnétique au travers de votre circuit, et la loi de Lenz va dire que le courant induit va avoir tendance à limiter cette variation.
et va devoir compenser ça. Alors le plus simple, c'est quand même d'écrire tranquillement les équations pour ensuite déterminer la vitesse limite, puisque le courant induit va dépendre de la vitesse limite, et à ce moment-là, le E0 sur R ne sera plus valable parce que j'aurai un E induit supplémentaire. Donc, faisons-le proprement. On recommence avec ça. J'oriente mon courant dans ce sens-là. On a que Faraday nous dit que il y a une certaine tension induite. On néglige ici l'auto-inductance de la barre. Ça va être moins dφ sur dt. Où le flux phi, c'est B scalaire S. Là, j'avais mon B. Et vu comment j'ai orienté le courant, le S va être dans l'autre sens. Le S, il est comme ça. Donc, je vais avoir un flux qui s'écrit moins B fois la surface. Et la surface, alors on va mettre Z vers le bas, histoire de se simplifier un tout petit peu la vie, avec le 0 à ce niveau-là. Donc la surface, ça va être L fois Z. Z, il est bien positif avec le choix que j'ai fait. Et donc j'ai une surface positive LZ qui s'écrit comme ça. Donc moins par moins, ça fait plus. Je me retrouve avec du plus BL dz sur dt, c'est-à-dire Vz. Donc j'ai une tension induite qui va s'écrire en BLVZ, qui est positive si jamais je suis en train de tomber, c'est-à-dire si jamais le poids était gagnant au départ et que je commence à tomber, eh bien elle va me rajouter un courant pour que la force de la place augmente en norme jusqu'à compenser le poids. Et au contraire, si la force de la place était plus grande que le poids au départ, c'est-à-dire que mon système avait tendance à remonter, mon E induit va être négatif, donc il va pousser dans l'autre sens pour réduire le courant jusqu'à ce qu'il y ait égalité des deux et qu'on se retrouve avec un système dont la force nette est nulle et qui se déplace donc à vitesse constante. Donc Faraday me donne ça. Au niveau du schéma électrique, je me retrouve, donc on avait notre résistance, on avait le E0, hop, et maintenant que j'ai rajouté mon E induit et calculé mon E induit, il se trouve ici. Et donc l'équation électrique vérifiée, c'est E induit plus E0 est égal à RI, c'est la tension aux bornes de la résistance en convention récepteur, et je me retrouve avec du BLVZ plus E0 qui est égal à RI. Et donc une équation de I que je peux trouver, il suffit de diviser par R, hop, et je me retrouve avec cette expression-là pour I. Si maintenant je regarde l'équation mécanique, ce qui revient à appliquer la RFD sur le barreau, donc la RFD sur M, et on va dire tout de suite projeter sur EZ, elle dit quoi? Elle dit que M dVz sur dt, M dVz sur dt, donc M fois l'accélération suivant Z, c'est égal au poids. La projection du poids selon Z, c'est plus mg, puisqu'il est vers le bas et que j'ai mis Z vers le bas. En revanche, le F, avec un I compté positif et le B positif comme ça, il est vers le haut, donc ça va s'écrire moins ILB. Je remplace maintenant I par son expression qui est là, ça me donne mg, moins E0 LB sur R, et moins LB au carré sur R VZ. Donc ça c'est M dVz sur dt, et on en déduit l'équation différentielle que vérifie Vz, c'est dVz sur dt plus BL carré sur MR Vz qui est égal à mg
moins E0L. Alors le M a été simplifié, il ne faut pas que j'oublie de diviser à droite aussi, B sur MR. Donc on en déduit deux choses. On en déduit que Vz, ça va s'écrire V infini 1 moins exponentielle moins t sur tau. Déjà, parce que quand t tend vers l'infini, enfin à t égale 0, la vitesse devait être nulle, ce que vérifie bien ça, et je vais tendre vers une vitesse limite, où tau c'est mr sur bl au carré, et le fameux v infini, il revient avec théorème de la main gauche, je cache ma dérivée, et j'isole mon vz, donc mon v infini, va falloir valoir mrg sur bl au carré, ça c'est le terme de chute, moins, et là il y a pas mal de choses qui se simplifient, le m, le r, le bl, donc moins E0 sur bl. On vérifie que c'est homogène, puisque j'ai un E, c'est bl fois une vitesse, donc une vitesse c'est un E divisé par bl, donc ça c'est correct. Vous voyez que cette vitesse infinie peut être soit négative, donc on tombe si jamais E0 n'est pas assez grand, s'il ne vérifie pas cette inégalité-là, soit positive, si au contraire E0 vérifie cette inégalité, soit négative, pardon, alors je reprends. On a que le système tombe, c'est-à-dire que V infini est positif si E0 est plus petit, ne vérifie pas cette inégalité, c'est-à-dire si au départ ça a commencé à tomber, donc après ça va ralentir, et enfin ça accélère jusqu'à une vitesse limite et ça reste à cette vitesse limite une fois que le courant induit va supplémenter le courant qui était déjà prévu par ce E0 pour réussir à vous faire tomber, et votre V infini va être au contraire négatif, c'est-à-dire que là ça remonte, si E0 vérifie ça, c'est-à-dire si le E0 était déjà suffisamment fort pour commencer à le faire monter, et puis à mesure qu'on monte, le I induit là-dedans, le terme qui correspond à ce E induit là, E induit sur R, va avoir tendance à diminuer le courant véritable, et donc va stopper l'accélération, et vous vous retrouvez avec une vitesse qui va tendre vers une constante. Alors, on en arrive à l'exercice 15, qui est une représentation du freinage par induction tel qu'il peut être fait et qui est notamment utilisé sur les pipes de bobsleigh pour freiner les gens qui arrivent à toute vitesse à la fin de la piste de bob. Donc là, on va représenter ça de manière relativement simplifiée. On a un carré A, B, C, D qui est en train de se déplacer. Alors il est de côté R. C'est pas très bien choisi ça comme notation parce que on va pouvoir confondre avec une résistance, mais de résistance grand R. Donc il est en train de se déplacer à une certaine vitesse vers la droite, et puis dans toute cette zone vous avez présence d'un champ magnétique qui sort comme ça, alors que ici vous avez un champ qui est nul. On sort de la zone de champ magnétique. Alors première question, on vous dit que il faut montrer rapidement que j'ai un mouvement uniforme. Alors pourquoi j'ai un mouvement uniforme? Tout simplement parce que quand je regarde 2 à 2 debout, s'il y a un courant, alors déjà normalement il n'y a pas de courant qui circule de base, et étant donné que la surface reste constante, que le champ est constant à l'intérieur, le flux est constant. Si le flux est constant, ça veut dire que le E induit est nul, parce que la dérivée d'une constante c'est 0, donc le I qui va circuler dans le circuit est nul, donc il n'y a pas de force. Donc si votre système est en train de se déplacer vers la droite, alors on imagine un truc à l'horizontale avec le poids qui est contré par une réaction et pas de frottement, le mouvement, ça me donne que le mouvement il est forcément uniforme dans ce cas-là. Donc ça c'est première démonstration rapide de l'uniformité du mouvement. Bon, alors ce qui va se passer, c'est que on va noter X, la position de ce truc BC, et on va se dire qu'est-ce qui va se passer quand mon système
passe légèrement, hein, là vous avez X, passe légèrement du côté où il n'y a plus de champ magnétique. Bien entendu, ça va être très très difficile de faire vraiment un système avec une marche de champ magnétique comme ça, mais on peut avoir une variation relativement rapide du champ magnétique qu'on va modéliser par une marche pour que les calculs soient relativement simples à mener. Bon, calculer l'intensité du courant induit et préciser le sens de ce courant sur le schéma. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on peut le prévoir à l'aide de la loi de Lenz. On a que le flux de B va avoir tendance à diminuer. Si le flux de B a tendance à diminuer, ça veut dire que le courant induit va créer un champ magnétique qui veut compenser cette diminution globale du flux, donc un champ magnétique qui va être vers le haut, puisque en apparence le champ magnétique est en train de devenir plus faible, ou au moins il se dilue, puisque il n'est présent que sur cette zone-là, et donc si je le prends comme s'il était sur la zone totale, ça se dilue. Donc le flux diminue, je dois avoir un champ magnétique dans ce sens-là, et donc le I induit doit forcément être dans ce sens-là. Autre manière de raisonner avec Lenz, cette manière est de dire que vous avez la cause de cette variation, c'est la vitesse. Étant donné que on sort de la zone de champ, on va avoir tendance à ralentir cette vitesse, à diminuer la vitesse pour éviter que la variation continue. Donc avoir une force vers la gauche. Et pour avoir une force vers la gauche, cette partie-là n'est soumise à aucune force de la place. La partie du haut et la partie du bas se compensent. Il y a juste celle-ci dont pour avoir une force vers la gauche, il faut bien que j'ai un courant qui soit en train de descendre. Et puis j'ai mon courant qui doit tourner du coup dans ce sens-là. Donc dans les deux cas, je dois avoir un courant induit qui est dans ce sens-là. Bon, alors maintenant, cherchons à le calculer. Si je calcule le flux, vous voyez que le flux là, ça va être B scalaire S. Alors je vais choisir ça pour orienter mon courant. J'ai mon S qui va vers le haut, donc ça s'écrit B fois la surface. Alors attention, la surface à prendre en compte, c'est celle qui est ici, donc qui a un côté R-X. Donc j'aurai une surface de côté de longueur, de largeur R et de longueur R-X. Plus le flux au travers de la deuxième partie qui est nul, étant donné que le champ magnétique à cet endroit-là est nul. Bon, maintenant que je me suis débarrassé du chat, on peut continuer. Donc, vous avez votre flux qui est comme ça. Vous pouvez en déduire que le E induit, c'est moins dφ sur dt. La seule chose qui varie là-dedans, c'est le x. Donc, quand je vais dériver R-x, il va me rester du moins Vx. Moins par moins, ça fait plus. Donc, je me retrouve avec du BR Vx. Le E induit est positif là-dedans. Et si je prends le schéma électrique équivalent à mon système, le E induit va être dans ce sens-là. Le I que je cherche, il est là. Là, j'ai la résistance R et je me retrouve avec RI égale E induit et donc I qui est égal à E induit sur R et qui est bien positif comme on s'y attendait puisqu'on avait prévu, on a choisi l'orientation de sorte que a priori ça me donne un truc positif à la fin. Donc ça, c'est correct au niveau de mes calculs. Alors, en déduire la force de la place qui s'exerce sur le cadre. Comme dit, vous avez une force de la place ici, vous avez une force de la place ici. Ces deux-là, s'exerçant à l'opposé l'un de l'autre et sur la même longueur de cadre, vont se compenser. Et puis, vous avez une force de la place qui est ici. Et donc, si je l'écris, cette force de la place, elle va être selon moins EX, donc je vais tout de suite mettre le moins, I, B, R, selon EX. Et le I, je peux le remplacer, donc j'ai du moins BR carré, puisque j'ai un BR qui vient d'ici et un autre dans le I, divisé par grand R, et un Vx qui traîne encore selon EX. Voici la force de la place. Alors,
si on suppose, tant que le cadre n'est pas entièrement sorti du système magnétique, c'est-à-dire tant que la surface n'est pas annulée, c'est toujours valable. Une fois que la surface s'annule, j'ai de nouveau un mouvement uniforme, il n'y a plus aucune force de la place, il n'y a plus de champ magnétique nulle part. Donc, je vais pouvoir écrire ma RFD pour le cadre, la projeter sur X et je me retrouve avec m fois la dérivée de la vitesse selon X qui s'écrit moins BR carré sur R Vx. Donc une équation différentielle. Encore une fois, équation différentielle du premier ordre, gentillette comme tout, et j'ai dVx sur dt plus BR carré sur MR Vx égale 0. À noter, j'ai déjà dû le faire remarquer, mais c'est toujours bon de le rappeler, à noter que le champ magnétique ici, enfin le résultat ne dépend pas du sens de champ magnétique, puisqu'il y a toujours B carré qui apparaît. Et donc B soit vers le haut ou vers le bas, ça va changer des signes dans les calculs intermédiaires. Mais dans l'équation différentielle sur Vx, on arrivera toujours au même résultat. Donc on a Vx qui s'écrit V0, la vitesse initiale, exponentielle moins t sur taux, avec un taux qui s'écrit mr sur br au carré, et qu'on lit immédiatement ici en prenant l'inverse. Voilà, donc là j'ai la vitesse. Petit 5, montrer que si le champ magnétique est suffisamment intense, le cadre ne parviendra pas totalement dans la zone où X est positif. Ça veut dire qu'en fait, le cadre, la valeur X ici qui correspond à cette position-là, va rester toujours inférieure à R. Bon alors, ça peut sembler bizarre parce que la vitesse, c'est une exponentielle certes, mais c'est une fonction qui ne s'annule jamais. Donc en fait, on peut déjà se dire ça ne s'arrêtera jamais. Mais si ça ne s'arrête pas, comment est-ce que ça peut ne pas dépasser une certaine position? Tout simplement, à un moment, si vous avancez tellement lentement, vous n'arriverez pas très loin, hein, même si vous avez une vitesse non nulle. Donc l'idée, c'est de se dire dx sur dt, c'est mon v0 exponentielle moins t sur taux. Et donc, je vais avoir dx qui peut s'écrire v0 exponentielle moins t sur taux dt. Je vais ouvrir au chat qui va revenir à l'intérieur. Oui, votre Altesse royale. Voilà, ça suffit. Ah bah. Bon, donc, une fois cet intermède fait l'impassé, on a nos dx qui est comme ça, et moi ce qui m'intéresse, c'est que x au départ, il vaut 0, et puis il va jusqu'à un certain x max, et ça, c'est quand le temps va de 0 jusqu'à l'infini. Alors bien sûr, mathématiquement, il faudrait prouver que cette intégrale, qu'on appelle intégrale impropre, converge, et puis vous le verrez, on peut faire l'intégrale de 0 à a avec a, dont on prend la limite vers l'infini. Le physicien que je suis ne va pas s'embêter trop avec ces détails, mais globalement, si je prends une primitive de ce truc-là, ça s'écrit moins V0 taux exponentielle moins t sur taux, que je prends entre 0 et l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. La valeur en l'infini moins la valeur en 0, donc le moins par là, ça devient un plus de l'autre côté pour la seule valeur non nulle, donc je me retrouve avec V0 taux, et là j'ai du X max moins 0, donc finalement X max. Et là vous voyez que il existe, donc si je le remplace, le taux en question, il suffit que ça, ce soit inférieur à R, donc plus ça va vite, plus ça va avoir tendance à dépasser, certes, plus la résistance ou l'inertie est grande aussi, mais si vous mettez un champ magnétique suffisamment intense, ou un cadre suffisamment grand, il est possible que ce terme-là soit effectivement inférieur à R, et donc qu'on obtienne le résultat voulu, c'est-à-dire qu'on s'arrête. On s'arrête en un temps infini, mais on ne dépassera
jamais cette limite-là, en fait, hein, si vous regardez votre x au cours du temps, parce que j'aurais pu calculer x de t en simplement intégrant ça et ensuite en regardant la limite de x de t qui tend vers l'infini, bah, ça tend effectivement vers une constante qui ne sera jamais dépassée, parce qu'on a un truc qui soustrait à cette constante tout au cours du temps et qui tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Dernière chose, un petit bilan énergétique. Bilan énergétique. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans notre système? D'un point de vue mécanique, on avait de l'énergie mécanique sous forme d'énergie cinétique et quand on s'arrête, il n'y en a plus. Donc là, on suppose qu'on atteint l'arrêt, histoire de simplifier un tout petit peu la vie. Donc on avait une certaine énergie mécanique. De l'autre côté, vous avez dans le circuit électrique une résistance. Et cette résistance, bah, elle va simplement dissiper de l'énergie par effet Joule. Et donc si on calcule l'énergie dissipée par effet Joule, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à l'infini des RI carré dt, à ce moment-là, en remplaçant le I par son expression, ou alors laquelle vais-je choisir? Celle-ci, hein, puisque vous avez, voilà, I c'est E induit, donc I ça va être BR sur R V, donc c'est BR sur R V0 exponentielle moins T sur tau. Vous voyez que l'énergie dissipée par effet Joule, c'est R multiplié par BR V0 au carré sur R carré, exponentielle moins 2T sur tau dt. De nouveau, ce machin-là, alors il y a un R qui se simplifie, ça va m'arranger ça. Donc il me reste du BR carré sur R, il me reste du V0 carré, tiens, ça ressemble un petit peu à de l'énergie cinétique. Il me reste du moins tau sur 2 exponentielle moins 2T sur tau entre 0 et l'infini, très bien, même chose que tout à l'heure, exponentielle de moins l'infini ça fait 0, et en 0 ça fait 1, donc il me reste un tau sur 2, donc j'ai du 1,5 de tau BR carré sur R, V0 carré, et ça ressemble fortement quand même à du 1,5 de MR carré. Tiens, si je prends l'expression de tau et que je multiplie par BR carré sur R, ça simplifie juste ce qu'il faut, et c'est 1,5 de MV0 carré. La thermodynamique est sauve, c'est-à-dire que l'énergie est conservée, et vous avez transformé de l'énergie mécanique en énergie thermique via le passage dans votre résistance, donc vous avez chauffé. Donc faites attention pour ceux qui font du bob et qui utilisent des systèmes à freinage magnétique de cette sorte-là. Le cadre de votre luge ou de votre bob va chauffer du fait du passage de ces courants, et d'autant plus chauffer que votre vitesse initiale était importante et que vous aviez une forte inertie. Donc en règle générale, il faut essayer d'avoir ce freinage sur un temps relativement long ou sur une longueur un peu plus longue. Donc ils vont alterner des zones sans champ magnétique avec des zones avec, zone champ, zone avec, zone champ, et à chaque fois qu'on alterne, on a que l'équation de freinage va être vérifiée pour ce cas-là, et ça nous permet d'obtenir le résultat voulu.